Alors, bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici. Je remercie le commissariat aux langues officielles de nous avoir invités à participer à leur bloc de présentation, ce qui me permet de vous présenter un aperçu d'un travail qu'on a réalisé et qui va être diffusé prochainement par le commissariat dans le cadre du 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles. Et l'objectif de ma présentation, c'est de vous fournir un aperçu statistique de l'évolution des groupes de langue officielle au Canada de 1971 à 2016. Pas tout à fait 50 ans, on a 45 ans ici d'écart, mais ça nous permet de voir, dans le fond, l'objectif, c'est d'essayer d'évaluer le chemin qui a été parcouru depuis l'adoption de la loi sur les langues officielles, et principalement à partir des grands objectifs qui avaient été mis de l'avant par la Commission de Orlando-Dalton. Je vous épargne une mise en contexte en ce sens-là. Il y a des gens qui l'ont fait avant moi et qui sont nettement plus qualifiés que moi pour le faire. Je veux quand même mentionner qu'il y avait un élément important comme recommandation dans les travaux de la Commission, qui était celui de l'ajout d'une question de recensement sur la langue actuelle, qui a donné lieu à l'ajout d'une question sur la langue parlée à la maison le plus souvent, dès le recensement de 1971, et qui nous permet de faire certaines analyses. Je veux insister sur un aspect. Le mot-clé ici, c'est pas statistique, c'est pas évolution, c'est vraiment aperçu. On va passer assez rapidement. La présentation est très rapide et on a, dans le fond, plusieurs statistiques à couvrir. Donc, évidemment, ça va aller très vite. J'ai une quinzaine de graphiques à vous présenter. Vous n'aurez pas le temps de voir tous les détails là-dessus. Mais si vous le souhaitez, ce sera possible de partager la présentation. Et également disponible, je vais faire la présentation en français, mais c'est également disponible en anglais si vous souhaitez l'avoir. Et si vous êtes patient, je pense que c'est au mois de septembre que le document va être diffusé au complet. Donc, on va regarder l'évolution des mots linguistiques des groupes de langues officielles et on va s'attarder sur certains facteurs de cette évolution-là, notamment la fécondité, les transferts linguistiques, l'exogamie, la transmission aux enfants, l'immigration interprovinciale et l'immigration. Et on va terminer en observant quelques caractéristiques socio-économiques et en faisant des comparaisons entre 71 et 2016. Premier élément mentionné au niveau de l'évolution démographique ou des mots linguistiques, il y a eu évidemment croissance de la population canadienne est en croissance constante, donc autant pour les populations de langue anglaise que de langue française, il y a eu des croissances, mais en termes de proportion, on peut regarder ça selon différents indicateurs, et ce qu'on constate tout d'abord, c'est que le poids relatif des populations de langue anglaise comme de langue française, pour ce qui est de la langue maternelle et de la langue d'usage, a diminué. Ce qui relève d'un phénomène bien évident, c'est-à-dire l'importance de l'immigration, surtout à partir des années 80. L'immigration au Canada est soutenue et elle est de plus en plus diversifiée sur le plan linguistique. Donc, il y a de plus en plus de Canadiens qui n'ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle. Alors, ça fait en sorte qu'au niveau du Canada, on a une diminution du poids relatif des groupes de langues officielles. Maintenant, on peut regarder aussi, on peut utiliser une autre variable qui est la première langue officielle parlée, qui regroupe la plupart des Canadiens sous deux grandes catégories, l'anglais et le français, en fonction de leur connaissance des langues officielles, en fonction de la langue maternelle et en fonction de la langue parlée à la maison, selon un algorithme précis. Ce qui a pour effet de tenir compte, dans le fond, de ce qu'on pourrait qualifier d'orientation des gens qui n'ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle. Est-ce que c'est davantage vers le français ou davantage vers l'anglais? Alors, ce qu'on remarque, c'est, dans le fond, le pouvoir d'attraction des langues majoritaires, parce qu'on voit qu'au niveau de la population que l'anglais comme première langue officielle parlée, la proportion a augmenté dans l'ensemble du Canada et dans le Canada à l'extérieur du Québec. Et au Québec, on voit que la proportion des gens qui ont le français comme première langue officielle parlée, elle a augmenté sur la période observée entre 71 et 2016. Un facteur évident de l'évolution des groupes linguistiques, l'évolution démographique, c'est celui de l'indice synthétique de fécondité,
Et on sait très bien que c'était un facteur qui favorisait beaucoup la croissance de la population de langue française dans les années 50-60 et que ça a vraiment chuté à partir des années 60. Et de nos jours, peu importe le groupe linguistique, on voit qu'on est en dessous du seuil de renouvellement des populations, qui est à 2,1. Donc, d'où l'importance de l'immigration pour ce qui est de la croissance démographique et donc le rôle que joue l'immigration dans l'évolution des groupes linguistiques. Un autre facteur important, en fait, que nous permet de mesurer l'introduction de la question sur la langue actuelle, ou en fait la langue parlée à la maison le plus souvent, est celui des transferts linguistiques. C'est un élément important à considérer quand on regarde l'évolution des groupes linguistiques parce que le fait de continuer à parler sa langue maternelle à la maison augmente la chance qu'elle soit transmise aux enfants. Donc, il y a trois phénomènes qui sont liés ici. Donc, les transferts linguistiques, l'exogamie, le fait de former un couple avec une personne qui a une langue maternelle différente de la nôtre, et enfin, la transmission de la langue aux enfants. Alors, qu'en est-il? La façon de présenter les données a un petit peu changé entre 1971 et 2016. Donc ici, on va dire que c'est grossièrement comparable. Donc si vous regardez le bleu avec les bleus et l'orange avec le jaune et l'orange, donc on voit que les transferts linguistiques, c'est un facteur qui est beaucoup plus important pour les populations de langue française à l'extérieur du Québec que ce que c'est au Québec. Et dans le fond, on voit que les transferts linguistiques, au niveau de la persistance linguistique, c'est-à-dire le fait de continuer à parler sa langue, mais cette proportion-là, elle est moindre. Les transferts linguistiques ont augmenté au niveau de la population de langue française à l'extérieur du Québec. On peut maintenant distinguer des transferts complets de transferts partiels parce qu'on a fait un ajout à partir de 2001 sur la langue parlée régulièrement à la maison. Il y a aussi une croissance des transferts linguistiques pour les populations de langue anglaise au Québec, mais on voit que c'est un phénomène qui affecte beaucoup moins la population. Et évidemment, ça peut avoir une conséquence sur l'évolution des populations. Si on regarde ici, c'est des statistiques sur les enfants, dont au moins un parent a la langue minoritaire, donc, soit au Canada, au Québec, ou soit au Québec. Est-ce que ces enfants-là vivent avec des parents qui forment un couple endogame, un couple exogame? Eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'en 1971, la majorité de ces enfants-là vivaient dans une famille où les parents formaient un couple endogame. Les deux parents avaient la même langue maternelle. Ce n'est plus le cas en 2016. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la transmission de la langue dans ces familles-là? Mais ce qu'on constate, autant au Québec qu'à l'extérieur du Québec, c'est une croissance de la transmission du français aux enfants dans des familles où les parents forment un couple exogame anglais-français. À l'extérieur du Québec, on voit que c'est encore une majorité d'enfants qui se voient transmettre l'anglais comme langue maternelle. Donc ça veut dire qu'il y a une perte au niveau de la transmission de la langue, mais la transmission du français est quand même plus importante en 2016 qu'elle ne l'était en 1971. Au Québec, on voit également que la transmission du français est plus importante. Elle est même beaucoup plus importante si on tient compte là, de la transmission des deux langues. Je vous présente ici des données qui sont seulement de 2016 qui font le bilan de la migration et de l'immigration comme facteur. J'aurais pu vous présenter des données sur les migrations interprovinciales, particulièrement, 5 minutes, particulièrement pour ce qui est des anglophones du Québec. On connaît l'histoire, on sait qu'il y a eu un fort exode, particulièrement dans les années 70, et que ça a joué un rôle important dans l'évolution démographique de la population anglophone au Québec. Mais ce que ça présente ici, c'est ce que ça donne en 2016 en termes de composition de la population, puis ça nous donne un aperçu de l'importance des facteurs. Donc, au Québec, la population de langue anglaise, on voit que c'est 37% de la population de langue anglaise qui sont immigrants. Donc, c'est vraiment un facteur extrêmement important.
on voit quand même que malgré qu'il y a eu un exode, il y a une part, il y a 10% de cette population-là qui est née au Canada, mais dans une autre province ou un territoire. Et on voit que le poids relatif de l'immigration est beaucoup moins important pour ce qui est de la population de langue française au Québec. Évidemment, c'est une population beaucoup plus nombreuse, donc par la force des choses, c'est normal que le poids relatif soit moins important. Au Canada, hors Québec, ce qui est intéressant de constater, c'est que la proportion de la population née dans la province de résidence est à peu près semblable pour ce qui est de la population de langue française et anglaise. On parle de 6 personnes sur 10. Mais quand on observe la distinction entre le facteur de l'immigration et le facteur des migrations interprovinciales, on se rend compte que la situation est inversée. Pour la population de langue anglaise, l'immigration a un poids beaucoup plus important, une personne sur 4, alors que pour la population de langue française, c'est les migrations interprovinciales qui sont le facteur le plus important. Donc, une personne sur 4 de langue française à l'extérieur du Québec n'est pas née dans sa province de résidence. J'aborde un facteur qui n'est pas à proprement parler un facteur qui influence l'évolution des groupes linguistiques, mais qui a quand même son importance, celui du bilinguisme français-anglais, au sens où c'était pas un objectif de la loi de rendre tous les Canadiens bilingues, mais il y avait quand même une volonté de faire en sorte qu'une part de la population, une certaine part de la population, soit capable de parler les deux langues pour faire le pont entre les deux communautés, et notamment être en mesure de délivrer des services bilingues à l'ensemble de la population canadienne. Alors, on constate que le taux de bilinguisme, on regarde la ligne rouge au Canada, a connu une croissance constante de 71 jusqu'au tournant des années 2000, et après ça, on a un plateau. En fait, évidemment, c'est difficile à voir à ce niveau-là, mais il y a eu une légère croissance en 2016 qui fait en sorte qu'on a atteint un nouveau sommet. Et on voit également que c'est surtout la situation au Québec qui vraiment est responsable de cette croissance du bilinguisme-là. Au Québec, la croissance du bilinguisme, elle est vraiment constante. À l'extérieur du Québec, c'est particulièrement à partir des années 2000 assez stable. Néanmoins, si on regarde un peu plus finement ce que le graphique ne permet pas de voir, il y a quand même eu croissance du bilinguisme chez les personnes de langue anglaise à l'extérieur du Québec entre les deux derniers recensements. C'est plus difficile d'avoir une croissance du bilinguisme pour les personnes de langue française à l'extérieur du Québec parce que les taux de bilinguisme sont déjà très, très, très élevés. Mais une des raisons qui explique la croissance du bilinguisme chez les personnes de langue anglaise au Canada à l'extérieur du Québec, c'est la popularité toujours croissante des programmes d'immersion. Donc, qui sont nés peu après les travaux de la commission de Orlando-Denton et l'adoption de la loi sur les langues officielles, et qui ont vraiment connu des périodes de croissance importantes, notamment dans les dernières années. On voit que vraiment, il y a eu une augmentation de l'intérêt pour ces programmes-là. J'aborde en terminant je présente quelques statistiques sur certains enjeux socio-économiques. Il y a des inégalités socio-économiques qui ont été identifiées dans les travaux de la commission Orlando-Denton. J'en ai pas pour longtemps. Alors, les principaux aspects que je vous présente: scolarité, marché du travail, les secteurs d'activité, les revenus. Donc, je commence ici par la scolarité, les niveaux de scolarité. Je présente les données pour les femmes. Il y a eu, en fait, l'évolution qu'il y a eu pour les femmes a été plus marquée, plus importante pour la plupart de ces indicateurs-là. Et de façon générale, le cas de figure est assez semblable pour les hommes quand je ne présente pas les données pour les hommes. Mais ce qu'on voit ici, tout d'abord, au Québec, il y a clairement eu un rattrapage en termes de scolarité. Je n'ai pas les données de 71 ici parce que la façon de collecter les données a complètement changé, donc ce n'est pas comparable. Alors, on compare ici les 25 à 34 ans et les 75 ans et plus en 2016. C'est notre façon de contourner le problème ici, puis d'avoir un aperçu de ce qui s'est passé, même si, évidemment, on n'a pas exactement la même cohorte.
Mais on voit que quand on regarde la proportion des femmes qui n'ont pas de certificat ni de diplôme, que ce soit de langue française ou de langue anglaise, les différences sont très faibles pour les 25-34 ans, alors qu'elles étaient assez importantes chez les 75 ans et plus. Une différence notable, on voit quand même un écart assez important au niveau des certificats ou diplômes universitaires. La population de langue anglaise au Québec, elle est fortement concentrée dans la région de Montréal et on sait qu'elle est fortement scolarisée. Si on comparait avec l'ensemble du Canada, au niveau de la scolarisation, on serait dans les mêmes eaux. Mais c'est important aussi de mentionner qu'il y a aussi un écart important en faveur de la population de langue française pour ce qui est des certificats ou diplômes d'apprenti ou d'une école de métier. Donc, les diplômes ne sont pas nécessairement des diplômes universitaires, mais il y a des diplômes qui mènent à des emplois. Si on regarde au Canada, à l'extérieur du Québec, on voit ici clairement un rattrapage. Même en fait, les statistiques sont avantageuses pour les femmes de langue française comparativement à celles de langue anglaise. Le taux de participation, on distingue ici les hommes et les femmes, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu effectivement, en fait, le rattrapage qu'il y a eu, c'est bien davantage entre les femmes et les hommes qu'entre les personnes de langue française ou anglaise. Donc, c'est vraiment le phénomène qui s'est passé. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que le bond qui a été franchi par les femmes de langue française, ils partaient de plus bas, puis ils ont franchi un bond beaucoup plus important. Rapidement, quelques secteurs, en fait, on a observé des secteurs d'activité dans lesquels les populations de langue française ou anglaise sont sur ou sous-représentées. Ici, on est au Canada, à Québec. On avait, en fait, si vous voulez comprendre un peu le graphique, on compare la ligne orange va avec les bandes jaunes. On peut voir ce qui dépasse, donc c'est les secteurs où c'est surreprésenté. Donc, on avait le secteur de la construction essentiellement et sensiblement celui des services d'enseignement en 71. En 2016, la surreprésentation des personnes de langue française, on la voit toujours dans le domaine de l'enseignement, de l'administration provinciale, de l'agriculture, de la foresterie. Et au Québec, on avait pour la population de langue anglaise une forte surreprésentation dans plusieurs secteurs, commerce de gros, finance, assurance, etc. Des secteurs qui, généralement, aussi des domaines où des niveaux de rémunération assez intéressants. Mais on constate, par contre, une sous-représentation au niveau de l'administration provinciale qui persiste en 2016. Je vous présente ici les revenus médians. Ici, de toute évidence, on voit qu'il y a eu un rattrapage. En termes de, quand on regarde les hommes et les femmes, encore une fois, on voit que c'est le rattrapage entre les femmes et les hommes qui est peut-être le plus important. Mais on voit du côté des hommes de langue anglaise, on est au Québec ici, le revenu médian ici, chez les hommes de langue anglaise, n'a à peu près pas bougé, alors qu'on a eu un fort rattrapage du côté des populations de langue française. Je prends quand même le temps de mentionner que, bon, ici, c'est tout le contexte de la naissance de la fonction publique au Québec qui a été largement envahi par la population de langue française. Et je veux apporter un bémol qui vaut pour à peu près toute ma présentation, mais on voit ici que ça n'a pratiquement pas bougé. Le diable est dans les détails, hein? Donc on présente ici des statistiques assez générales où on a 2 points de données dans le temps, 71-2016. Il s'est passé beaucoup de choses entre les deux et on perd beaucoup de nuances ici. Et pour la plupart des statistiques que je vous ai présentées, le niveau de nuance, effectivement, n'y est pas. C'est vraiment un portrait, un aperçu très général que ça nous permet de donner ici. Au Canada, hors Québec, ce qu'on constate, c'est vraiment ici un rattrapage important, autant pour les femmes que pour les hommes, pour ce qui est des populations de langue française. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des effets de composition aussi, et le facteur des migrations ici est important parce qu'on l'a vu tantôt, il y a une personne sur 4 qui n'est pas née dans sa province de résidence, ça fait qu'il y a des déplacements également, et ces migrations-là sont souvent motivées par des emplois qui sont bien rémunérés pour les personnes de langue française. En conclusion,
On a constaté évidemment une croissance démographique, mais une baisse du poids relatif des populations de langue maternelle, également de langue d'usage à la maison. Le français et l'anglais demeurent les langues de convergence dans un contexte de diversité linguistique croissante. On l'a vu avec les statistiques sur la première langue officielle parlée. La situation socio-économique de la population de langue française s'est grandement améliorée, autant au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Évidemment, il y a toutes sortes de défis qui persistent. J'aurais pu en nommer plusieurs. Je vais simplement parler du maintien du poids démographique pour les minorités de langue française de façon particulière, mais également peut-être surtout des disparités régionales qui ne transparaissent pas non plus dans ces statistiques-là, autant pour les minorités de langue française hors Québec que pour les minorités de langue anglaise au Québec. Et au Québec, c'est particulièrement flagrant parce que le poids de Montréal étant tellement important sur cette population-là que ça masque énormément de phénomènes comme le vieillissement de la population qui caractérise des populations anglophones en région. Alors, évidemment, quand on a un portrait aussi général, on n'arrive pas à voir tout finement toutes ces petites informations. Je m'arrête ici. Merci beaucoup.